GG, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïsila, Tamba Milimuno, Roby, Lamine Guérassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. On repart, hein, ça redémarre pour encore une heure à passer en votre compagnie pour continuer à décrypter l'actualité. Vous êtes du côté du Maroc, une pensée à nos jeunes frères Moussa Daraba. Vous nous suivez en direct sur nos différentes plateformes. Merci de votre fidélité. 14 milliards de dollars d'investissement, je le disais depuis l'entame de cette émission. 15,5 milliards de dollars de revenus directs au bénéfice de la Guinée en 25 ans d'exploitation de 2 des 4 blocs de Simandou et ligne ferroviaire longue de 679 km reliant la mine à un port en eau profonde d'une capacité, il faut le rappeler, d'une capacité finale de 80 millions de tonnes par an, située à Mataka, dans la préfecture de Forikaria sur les côtes guinéennes. Entre autres avantages attendus donc de ce méga projet minier appelé Simandou, la Guinée s'est engagée avec le consortium SMB Winim pour arriver donc à l'exploitation de ce minerai dans 74 mois à compter du 9 juin dernier. On en parle avec notre spécialiste Akumba Diallo qui a signé récemment le livre intitulé Dans l'arène de Simandou. Vous l'entendrez dans cette émission. On prendra aussi la direction d'Abidjan pour entendre M. Idriss Chérif qui était donc ministre sous la transition donc avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Il est en ce moment président de ce parti appelé l'UCG, l'Union pour le changement de la Guinée. Il a des ambitions, donc on lui demandera s'il sera en lice pour la présidentielle d'octobre prochain, si tout va bien. Et puis on évoquera le projet de maison des artistes guinéens, un projet apprend-on cher à tous les acteurs de l'industrie musicale et des spectacles. Sayo Mbamba nous en dira plus dans cette émission. Parce qu'il n'y a pas une semaine, on entendait cette dame. Non, avant cette cela, dame qui poussait un cri de cœur à partir de Tunis. Il y a eu un vol à bord duquel il y a au moins 120 Guinéens qui ont rallié notre capitale. Et donc le Koweït en a bénéficié également, je crois que c'est l'autre pays, j'oublie le troisième, qui également a bénéficié de cette faveur. Mais il serait important que d'autres Guinéens en bénéficient. Parce que dans l'Algérie, par exemple, il y a beaucoup de Guinéennes qui sont bloquées au Sénégal. La porte d'à côté, justement, au Maroc. Et je suis sûr d'une chose. Là, ils sont 500, rien que le nord Niger, avec le contrôle de l'OIM, ils sont, je crois, 326. Ouais. Et vous avez également des Guinéens qui sont bloqués au Maroc. Ils sont environ 200 en ce moment. Ouais. Et là, d'ailleurs, où le coût de la vie est extrêmement élevé. J'ai encore un compatriote qui m'a appelé avant-hier, mais presque au bord des larmes. Les Guinéens également en Algérie. On ne nous rapatrie pas. Apparemment, actuellement, ce qui est en train de se passer, ils se font expulser dans les maisons. Donc, ils sont obligés de vivre ensemble, serrés comme dans une boîte de sardines, au moins pour ne pas laisser un Guinéen à la rue. C'est difficile. Dommage. Oui, Antoine, vous poursuivez. Ce qui présage la rouverture de nos frontières, certainement dans les jours à venir. Parce que je ne vois pas de raison pour laquelle on devrait continuer à fermer les frontières. On peut rouvrir, faire en sorte que nos compatriotes reviennent et peut-être les confiner, les mettre en quatorzaine afin de voir ceux parmi eux qui est contaminé, qui ne l'est pas. On ne peut pas continuer à les y garder, connaissant toute la tracasserie, toute la douleur qu'ils subissent en étant à l'étranger. Pour clore à Bakar Diallo. Non, de manière générale, je pense qu'il faut envisager la réouverture des frontières, mais en y mettant toute la sécurité sanitaire. Non, il faut juste les détester. Moi, je trouve que même le confinement maintenant n'a pas de sens parce que on est carrément en phase de contamination communautaire. Ça n'a plus de sens de dire les gens qui arrivent de l'étranger, il faut les enfermer dans un hôtel. Non. Prenez juste des dispositions que les gens, une fois qu'ils rentrent au pays, se mettent en auto-confinement chez eux, tout simplement. Il n'y a aucune garantie qu'ils se mettront en auto-confinement. On est déjà en pleine phase. À l'époque où on le disait, la maladie nous venait essentiellement de l'extérieur. Mais aujourd'hui, les contaminations se font ici directement. Donc, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi la plupart des pays maintenant acceptent que leurs compatriotes reviennent. On les dépiste simplement, mais il n'y a pas de mesure de quarantaine obligatoire. Imposée. Ce qu'il faut dire peut-être la réponse est ailleurs, je crois. Par rapport à cette sortie du président, j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a des éléments sur lesquels on doit insister. Par rapport notamment à ce couvre-feu. Ce serait important que l'on le lève.
Mais non, Non, Antoine, attendez. je suis pas d'accord. Attendez que je finisse Abakar Diallo. Les grandes gueules. Je suis pas d'accord, Attendez, Antoine. on ne peut pas prolonger le couvre-feu pour un mois encore. Je vais vous dire pourquoi. Mais dites-moi par quel moyen, à ce jour, les contaminations peuvent se faire les nuits au-delà de 22 heures. Oui, mais Attendez, la journée déjà, les marchés sont ouverts. Les Guinéens se frottent dans les marchés et pratiquement dans d'autres milieux publics, on se frotte. Mais les risques sont plus grands la journée que la nuit. Après 22 heures, les Guinéens ne sont pas beaucoup dans la circulation. À part ceux qui font des activités nocturnes, je ne crois pas que les Guinéens se fréquentent dans des endroits assez publics. Et donc, je ne vois pas pourquoi on va continuer à maintenir le couvre-feu entre 22h et 6h du matin. Soit on le rallonge entre 0 et 5h du matin. Je suis pour un allègement du couvre-feu. Justement, parce qu'il y a des Mais pas personnes, pour il y s'alléger. a des personnes que je connais aujourd'hui qui vivent de leurs activités la nuit, mais qui ne peuvent plus le faire depuis 2 mois. Bien. Qui vivent une misère pas possible. Merci, Pour Antoine. Koula Abakar Diallo, Ouais. hier était un jour, à mon avis, assez important pour Alpha Condé, parce que beaucoup attendaient cette sortie du président à la télévision nationale. Parce qu'hier, on a tous suivi les Guinéens qui avaient hâte de voir Alpha Condé, de voir comment il se portait, comment il allait. Et hier, on a suivi le président qui, après ce conseil des ministres, a décoré à titre posthume l'ambassadeur des États-Unis qui est mort récemment. Mais on a vu un président tout de même qui, dans ses propos, avait l'air nonchalant. Mais non, Antoine, quand même. Pourquoi vous refusez carrément? Mais non, mais Antoine, mais c'est un monsieur, mais il a dit qu'il se porte comme un charme. Attendez. Et ça se voit quand même, Antoine. Abakar Diallo, Personnellement, c'est ce que je laissez-moi y aller. personnellement, c'est que j'observe. Non, mais c'est que Laissez-moi j'observe. y aller, Mais Abakar il Diallo. se porte très bien. Il a l'air très bien, Mohamed. Alpha Condé. Mais non, mais je ne suis pas médecin. Si vous avez Je ne d'autres dis informations pas- personnellement je ne de dis ce pas- que j'observe, Abakar Diallo, voilà. je ne dis pas qu'il est malade. J'ai dit qu'Alpha Condé. Non, mais tu insistes depuis hier. Mais attendez, lorsque nous À connaissons. cette allure, tu vas dire Nous que le connaissons- président est Mastaboro 2020. Bon, Nous connaissons- je ne l'ai jamais dit. Abakar Ah ben, Diallo. à cette Je le allure, dirai tu vas jamais. dire, qui est Mais le plus bel homme lorsqu'un de ce président- pays pour cette année. Lorsqu'un Voilà. président a habitué son peuple à une pratique, lorsque les mêmes faits se produisent, le même peuple s'attend aux mêmes pratiques. Bien, Et donc, Antoine. si hier, on a entendu notre président dans ses propos sembler lent dans ses prises de parole et qui n'est pas au meilleur de sa forme, il est important de le dire. Bien, Encore une Antoine, fois, bien. J'entends ce que tu Ces dis. derniers temps, Bien. on ne... C'est pas le même Alpha Condé. Merci. Voilà. Merci, Antoine. Heureusement, Allez-y, Antoine allez-y, qui veut- Basseko. Bien, Moi, allez-y, je, Basseko. moi, je commence par là où Antoine a terminé, Oui. par le couvre-feu. Moi, je suis pour un assouplissement de cette mesure, mais pas la levée totalement de la mesure. Ouais. Pourquoi? Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Oui, mais c'est le laisse-moi couvre-feu. aller au bout de mon raisonnement. Bien, et puis tu mais sauras il a très son bien. raisonnement, lui, Mohamed. Non, mais ouais. c'est pour dire qu'il Laisse-moi faille aller au bout Mais, de l'alléger. Mohamed, mais il faut Mohamed, souffrir de après, l'entendre. faut Il faut souffrir de l'entendre, Mohamed, quand même. Mais Bien, c'est important. allez-y, ne passe Voilà. pas à l'antenne, Mohamed. Basseko. Je dis et j'insiste Ouais. qu'il faut aller vers. C'est ton opinion. Voilà, Tu un la défends assouplissement, bec et ongle. Un allègement de cette mesure, Ouais. mais pas une levée totale de cette mesure. Aujourd'hui, Ouais. vous savez qu'il y a beaucoup de lieux de loisirs qui fonctionnent, notamment la nuit, qui peut être aujourd'hui véritablement des lieux donc, de contamination de la maladie. Notamment, vous avez les boîtes de nuit, vous avez Les maquis. des maquis, les bars, restaurants. Vous avez encore même des motels, et bien qui ont un rythme donc attendez, s'il vous plaît. Par exemple, Les grandes gueules. Non, mais on peut Bah, Antoine. trouver, je crois, bien un arrangement, bien sûr avec les services de sécurité, mais je crois aujourd'hui, à mon avis, que vouloir lever totalement cette mesure donc de couvre-feu pour permettre aux gens de reprendre ces activités, et là où il peut y avoir des rassemblements assez importants, au-delà de 30 On peut personnes, alléger au-delà de 40 0h à 5h. personnes, Ouais. au-delà de 40 personnes, 50 personnes, allez-y par exemple dans les chichadromes, ce qui se passe parfois. Les gens n'ont aucune mesure, et puis de fois, ce sont le même bout qu'on utilise pour 2 ou 3, 4 personnes. Je crois aujourd'hui vouloir lever ça alors qu'on n'a pas réellement maîtrisé qu'on appelle la maladie. On est aujourd'hui encore dans la contamination communautaire. Eh bien, il faut s'attendre à une résurgence de la maladie. Ouais. Donc si les autorités doivent prendre des mesures, je crois que peut-être c'est pour un assouplissement, Ouais. peut-être aller de 0h à 5h du matin, Ouais. mais pas pour une levée totale donc, du couvre-feu qui a été imposé pour pouvoir maîtriser l'évolution de la maladie. Ouais. Ensuite, par rapport aux vols commerciaux, par rapport à une possible ouverture peut-être de L'aéroport de Conakry. Jusque-là, je crois que l'aéroport international de Conakry, comme d'autres aéroports, continue de recevoir des vols à caractère humanitaire. Je crois que la Guinée ne peut pas
s'isoler du monde entier. Aujourd'hui, il y a les pays qui ont été les pays les plus touchés, comme l'Espagne, l'Italie. La vie a commencé à reprendre de ce côté. Je crois bien, selon les estimations d'une certaine agence, le continent africain, ce sont des milliers d'emplois aujourd'hui qui sont en jeu parce que tout simplement, le trafic aérien est totalement coupé. Donc, c'est un aspect qui est important. Une réouverture est possible, mais il faut que des dispositions soient prises. Parce que les mesures que nous sommes en train de prendre maintenant là, du côté de l'aéroport pour reprendre le trafic, si ces mêmes mesures avaient été respectées au début, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Les journalistes se sont évertués. Au même moment, il faut craindre quand même une explosion de la maladie parce qu'il y a une agence, comme tu le disais, qui a estimé que l'Afrique a mis 2 ou 3 mois pour atteindre la barre des 100 000 contaminations. Oui, et n'a mis que quelques semaines pour atteindre les 200 000 cas. Oui. Il faut faire attention. Oui, c'est pour cette raison. C'est pour cette raison, Bakar Diallo, les autorités guinéennes doivent être suffisamment responsables en matière de prise de décision concernant la réouverture de notre aéroport. Oui, mais c'est ce qu'elles essaient de faire. Attendez, c'est facile de dire, mais dans l'application, il peut y avoir des problèmes. Vous le savez, au mois de février ici, nous sommes évertués ici, tous les médias, les journalistes, nous sommes évertués à dire à ce gouvernement, prenez les dispositions pour faire au niveau de l'aéroport de Conakry. Mais ils ne nous ont pas écoutés. Il y a eu maintenant des cas en provenance des pays qui ont été véritablement touchés notamment par de la France, maladie, notamment la France, l'Espagne, la Chine. Après, on s'est retrouvé avec des nombres assez élevés. Donc aujourd'hui, aller vers une ouverture, il faut le faire en fonction de l'évolution de la maladie. Comme l'a suggéré peut-être le conseil scientifique qui a été mis sur pied, mais aussi en fonction aussi de la réalité, parce que la Guinée a besoin, à mon avis, de s'ouvrir au monde entier. Ensuite, dans le conseil des ministres, il y a un élément important qui a été dit. On dit qu'on va passer désormais je crois bien, à la barre de 100 000 dépistages rapides. Je pense que... On doit plutôt recevoir des kits. Des 100 000 kits de tests rapides. Voilà, de tests rapides. Je crois qu'il faut aller vers les tests. Je crois qu'il faut aller vers les tests rapides parce que ça permet de connaître le statut virologique les grandes gueules. Et puis ça permet aussi d'isoler donc les cas contacts. Et bien entendu avec cette volonté de l'ANSES. C'est une très bonne démarche par contre. Donc il a décidé d'aller vers ce micro-cerclage, mais aussi de cibler 3200 familles au niveau de Conakry à l'intérieur du pays pour voir ce qui va être fait concrètement. Merci Basseko. Allez-y Mohamed pour clore sur ce sujet. Alors je ne vais plus revenir sur les points que vous avez soulevés, mais moi j'ai une grosse inquiétude. Lorsque vous regardez ce qui est en train de se passer à l'intérieur du pays, vous remarquerez que des gens continuent de drainer cette maladie de Conakry vers nos villes. Moi cela m'inquiète. Parce que nous ne faisons pas très attention. Mais la population de nos grandes villes est généralement jeune, dans nos campagnes, la population est nettement moins jeune. Qui d'entre nous n'a pas un père, un grand-père, un oncle vieux au village? Je ne sais pas si on fait vraiment attention à cela. C'est-à-dire que le gouvernement aurait dû, et on n'a pas cessé de le dire, fermer hermétiquement cette ville. Autoriser les cas de déplacement vraiment nécessaires. Mais les autres y mettre fin. Vous avez vu ce travail formidable que nos amis de l'AB ont abattu avec ce barrage sanitaire du côté de Garambe. En l'espace de quelques semaines, ils étaient déjà à près de 2500 cas d'entrée à un seul barrage, un seul point d'entrée. Mais aujourd'hui, vous avez vu, il y a des villes qui sont frappées de plein fouet. Et hier soir, on m'informait que du côté de Kindia, il y avait un cas, je crois, un Comorien qui avait été testé positif, je crois. Mamou également a enregistré son premier cas positif. Oui, son premier cas. À Samilia, par exemple. Mais ce qui est bizarre, c'est que on n'a pas pris soin de confiner la cité. Alors que le monsieur a été contrôlé positif. Donc, il y a des négligences comme ça, parfois, que j'appellerais coupables. Et de l'autre côté, vous avez quand même des annonces fortes. Il faut vaincre cette maladie en 60 jours et tout. Même si, en écoutant les experts, on sait que nous allons véritablement vers une décrue, de manière même naturelle. Mais il ne faut pas aussi oublier, qu'un calendrier électoral, donc politique, peut sous-tendre ce gros déploiement maintenant de moyens. On a l'impression que c'est maintenant que le président se réveille, que le gouvernement se réveille. On veut vaincre cette maladie avant septembre. Parce qu'en septembre, on tient Choco à ouvrir
la campagne, La campagne électorale. À la présidentielle, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, moi, personnellement, depuis un certain temps, je me méfie carrément même des statistiques officielles. Parce qu'il y a la réalité que nous pouvons constater, il y a les chiffres annoncés, mais nous sommes dans un pays qui tourne un peu à la manière des pays communistes où on n'est pas à l'abri, je ne dis pas de chiffres trafiqués, mais d'une chiffres manipulation quand même des chiffres. Vous savez que le vrai problème que la Guinée a connu avec cette épidémie, c'est que la gestion a rarement été médicale. On le sait tous. Même des médecins nous l'ont confié. La gestion a toujours été politique. Les mesures sont annoncées, des mesures parfois sont recommandées, elles ne sont pas prises. Mais maintenant qu'on est en train de foncer tout droit vers le mois de septembre, les choses vont s'accélérer. Et qu'est-ce qui nous prouve que la contamination communautaire n'est pas en train de créer l'hécatombe quelque part dans la ville? J'ai attiré par exemple l'attention du gouvernorat sur un fait. Beaucoup de citoyens ont remarqué que depuis mars, il y a de plus en plus d'enterrements. Observez-le dans les quartiers, ceux qui sont à l'entour des cimetières. Moi, j'ai dit, ce n'est pas scientifique peut-être mon observation, mais ce n'est pas compliqué. Le gouvernement de la ville de Conakry, par exemple, et où le gouvernorat dispose de moyens de remontée d'informations extrêmement performants. Parce qu'ils ont les chefs de quartier, des chefs de secteur, des chefs de grains, tout cela jusque dans les familles. Mais qu'on fasse un maillage pour observer ce phénomène. S'il y a une augmentation, si vous voulez, assez curieuse ou en tout cas inexpliquée, ce serait important en ce moment-là que l'ANSS, mais surtout le comité scientifique, soit alerté sur la question pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que ne l'oublions pas, le Covid est en train de prendre complètement toute notre attention. Pendant ce temps, il y a cette grosse tueuse que représente le paludisme. Effectivement, ouais, le paludisme. La maladie qui tue plus que le Covid. Le monde entier est en train d'oublier la malaria, qui fait quand même plus de 400 000 morts par an. Et le gros lot, c'est chez nous en Afrique. Le gros lot, c'est chez nous en Afrique. La tuberculose tue énormément. Le sida tue énormément. Je ne sais même pas, et ce serait important peut-être qu'on se rapproche du CNLS et puis des associations ici qui, comme je crois Asfegmassi, qui gèrent les cas des personnes séropositives. Est-ce que les stocks de sécurité sont toujours là? Peut-être on va interpeller Madame Yansane Fatou Baldé qui travaille, je crois, avec le Fonds mondial sur ce type de questions pour comprendre est-ce qu'on a encore des stocks suffisants. Mais j'ai peur que la lutte contre le Covid ne nous ferme les yeux sur d'autres problématiques, d'autres pathologies assez dangereuses. Oui, même ici, cette maladie hydrique qui arrive chaque année pendant le choléra. Vous savez, pendant la crise d'Ebola, bizarrement, on ne parlait pas de choléra en Guinée. Pourtant, rien ne nous prouve que le choléra n'avait pas sévi à l'époque, n'avait pas aussi fait des victimes. Donc attention, il ne faudrait pas que le Covid nous empêche de vivre normalement. Le Covid nous amène à nous rappeler notre fragilité en tant qu'être humain et à tenir compte de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire actuellement. Mais cela ne doit pas nous empêcher de vivre et de faire vivre notre pays. Aujourd'hui, je vais terminer là-dessus si vous me permettez. Oui, Mohamed. Je crois qu'on va parler tout à l'heure de Simandou, mais le plus heureux dans cette histoire, ce ne sont même pas les Guinéens, c'est le gouvernement. Parce que j'ai entendu dans ce studio plusieurs fois, oui, que la Guinée va être parmi les 5 pays qui vont résister au choc. Au contre-coup économique. Le président lui-même l'a dit. Attendez, Aboubakar. Il ne faut pas qu'on soit niais. Ce que les experts disent, c'est par rapport au prix des matières premières. On vous dit que puisque les prix n'ont pas baissé, des pays comme la Guinée ne souffriraient pas beaucoup. Parce que les prix continuent de se maintenir à la hausse et donc la Guinée va continuer quand même à engranger de l'argent. Mais on oublie une chose, nous sommes quand même dans le pays où on a tellement emprunté auprès de ces miniers que sur 2-3 ans déjà, l'argent est déjà consommé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand on dit que les miniers ne seront pas frappés, nous sommes déjà frappés parce que l'argent là n'arrive plus. Et tant que toute la lumière n'aura pas été faite sur cette histoire de 230 millions, c'est fonds vautour. De ce fonds qui semble être un fonds vautour, tant que toute la lumière n'est pas faite autour de l'accélération mais extraordinaire de Simandou Nord pour qu'on comprenne ce qui s'est passé, surtout le mode de financement. On en parle tout à l'heure. Je dis, le contre-coup de Covid est là en Guinée il y a longtemps.
Covid, ça s'appelle chez nous malgouvernance. Bien, mon Les maître. grandes gueules. C'est comme ça qu'on l'aime et qu'on aime cette équipe. Dans un instant, on parle de ces projets de loi à l'Assemblée nationale, donc en lecture à l'Assemblée nationale, en relecture, la loi, le projet portant sur la loi électorale et le celle portant sur l'axe, ça fait grabuge dans la cité. On parle là aussi du docteur Ousmane Kaba. Une courte transition, on revient. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.